et bienvenue sur le rendez-vous de midi. L'équipe se prépare sur le plateau comme en coulisses pour agrémenter votre mi-journée. Innovation nous présente aujourd'hui un logiciel capable à la fois de nous apprendre le fon et le yoruba. Intéressant, n'est-ce pas? Identité linguistique, mais aussi identité vestimentaire, ce sujet, objet de plusieurs discussions, sera au cœur de Pêle-mêle. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est jeudi. On démarre donc avec Ariane Da Silva dans Référence. Encore étudiante, mais déjà patronne d'entreprise, c'est la référence du jour. Fausta Wansou est en dernière année de licence en commerce international. Mais depuis près de 2 ans, elle a ajouté une autre corde à son arc en troquant de temps en temps les bics, les cahiers contre un tissu, un dé, une aiguille et une paire de ciseaux. On découvre ensemble la belle histoire de cette jeune styliste. Je m'appelle Wansou Fausta, je suis en 3e année en commerce international et aussi promotrice de la marque Charlie Store. J'ai commencé mon activité d'abord parce que tout ce que mes parents me donnaient ne me permettait pas de subvenir à mes besoins. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de commencer avec la vente des chaussures, des lunettes, petit à petit, et est né Charlie Store Couture. C'est très difficile de combiner mes activités à mes études parce qu'il faut trouver du temps pour étudier et aussi du temps pour aller au marché, chercher des tissus, envoyer ça à l'atelier, superviser tout ce qui se passe. Et c'est vraiment très difficile de mettre 2 doigts dans les narines au même moment, mais on essaie d'y arriver. Alors, après mes études, je ne crois pas que je pourrais travailler pour quelqu'un. Je suis déjà ancrée totalement dans ce que je fais. Je suis motivée à fond. Je ne crois pas que je pourrais vraiment être soumise et dynamique pour un autre patron ou dans un autre domaine à part ça. J'affirme que cette activité me permet de m'épanouir. D'abord parce que j'aime ce que je fais. Ça me donne la sensation que je ne travaille pas. Et côté financier, je m'en sors avec. Il y a ce manque d'investissement qui bloque la chose. Pour entreprendre, je crois qu'il faut aller tout doucement parce que c'est très difficile, surtout le début. Je suis complètement d'accord si d'autres affirment qu'on peut commencer un business avec 0 francs. Je ne sais pas pour dire que j'ai commencé pour moi avec 0 francs, mais c'était rien du tout. C'était mon argent de semaine, 8 000 francs. C'est avec ça que j'ai commencé Charlie Store. Et pas besoin de 100 000 ou d'1 million pour commencer quelque chose. Sur la base de moi, ce que je vis tous les jours, il faut forcément de la motivation, de la détermination et du dynamisme et aussi beaucoup de rigueur pour avoir du succès dans une entreprise. Au début, j'avoue que moi, j'ai entrepris par manque d'argent. Mais je suis sûre que si c'était la seule motivation jusqu'à l'heure-là, je n'allais pas être vraiment rigoureuse dans mon travail et tout ça. Je entreprends d'abord parce que je suis fière de ce que je réalise. Je continue à entreprendre parce que je suis fière de ce que je réalise. Et quand je vois mes créations, ça me donne une sensation de fierté. Et c'est ça qui me motive tous les jours à continuer, à grandir plus. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Mylène, Bruno, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Mylène, je salue Ariane, salut aux téléspectateurs. Je vous salue aussi. Donc, Ariane, amour pour l'épargne, amour pour la mode, commerce international, mais elle a pu quand même joindre les deux.
Mais l'expérience, ça n'a pas d'âge, parce que c'est si inspirant de voir une jeune dame, encore étudiante, mais qui a déjà des idées, qui crée son entreprise et qui se dit déjà qu'après ses études, elle ne voudrait pas travailler pour qui que ce soit, parce que justement, elle croit en ce qu'elle fait, elle se dit que c'est là qu'il y a en réalité son avenir. Et tout ça passe par la passion, la détermination, il faut faire. On a l'habitude de le dire ici sur ce plateau, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être déterminé et il faut pouvoir aller de l'avant là-dedans. Bruno Soali. Ouais, je crois que elle est en train de tracer son chemin, déjà étudiante. Aujourd'hui, elle a son propre business à elle, donc elle est patronne et en même temps étudiante. Donc c'est deux milieux. Quand elle est à l'école, elle est étudiante et quand elle est dans son entreprise, elle est patronne. C'est intéressant. Maintenant, les études, ça va être, je dirais, une plus-value pour sa vie, pour pouvoir mieux gérer son business. Surtout qu'elle a fait le commerce international. Oui, les deux le commerce international, donc voilà, les deux vont de pair, de quoi avoir des idées et, je ne sais pas, oui, pour booster son activité. Donc c'est vraiment inspirant parce que ce n'est pas souvent évident et elle part d'une situation familiale que beaucoup traversent mais sans avoir le même réflexe qu'elle a eu. C'est qu'elle a dit, c'est qu'à un moment donné, ce que les parents donnaient ne suffisait pas. Donc voilà, à des moments donnés, les parents, ce qu'ils donnent ne suffit pas toujours aux enfants, mais elle a pu trouver la clé pour pouvoir se lancer autrement, pour pouvoir équilibrer les choses dans sa vie, et c'est tant mieux. Ariane, est-ce qu'elle arrive à dessiner ses modèles elle-même? Ben, tout vient d'elle en réalité. Tout ce qu'elle conçoit, tout est dans la tête. On l'a vu la dernière fois ici, on a enregistré une autre styliste la dernière fois. Tout se crée, c'est elle qui crée en réalité tous ces modèles. Maintenant, bon, si vous êtes une cliente et tout et que vous avez envie qu'on vous fasse autre chose, c'est à vous de le dire. Parce qu'en réalité, quelque part, c'est de la couture. Et c'est ça aussi la particularité. Vous avez la possibilité vous-même de choisir ce que vous avez envie de faire. Et je sais que vous aimez bien ce genre de choses. Bien sûr. Vous Ce qui m'a le plus intéressé, moi, c'est ce mélange qu'elle arrive à faire, ce mélange de nos tissus, de nos paniers. D'ailleurs, tu le sais, je l'ai annoncé à l'entame, ce sera objet de discussion dans Pêle-mêle, l'identité vestimentaire. On parlera de ces tissus qu'on utilise généralement et qui sont... Oui, mais bien sûr, on parle de tissus, de paille, de mode, de modèles. C'est chic, c'est beau. Alors, et puis, on l'a toujours dit également ici sur ce plateau, la plupart des entrepreneurs que nous avons enregistrés par ici nous ont confié que leur marketing en réalité, c'est sur les réseaux sociaux. Et elle-même, c'est la même chose qu'elle fait. C'est parti en réalité des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, voilà... là où elle en est. Puisqu'on en a tellement, on a des réseaux sociaux où tu peux filmer tout ce que tu fais avec ta voix dessus et tout. On te voit à la confection jusqu'à la réalisation, puis un modèle qu'il met et puis tu as tout au moins une idée de ce que ce serait sur toi quand tu seras intéressant. Si Bruno a déjà acheté quelque chose sur les réseaux sociaux, en ligne, je suis un peu en retard par rapport à non, tu n'es pas en retard, tu es un conservateur. Bruno aime les bonnes vieilles méthodes. Il faut qu'il touche d'abord pour pouvoir, avant d'acheter. Ariane, on va vers Jérémy Pastel. Et c'est justement de comment utiliser les médias sociaux pour être efficace en marketing qu'il nous enseigne aujourd'hui. Regardez. Rien ne sert de zigzaguer, on verra qui tu es tôt ou tard. C'est ce que je dis souvent. Salut à toi, c'est Jérémy Pastel et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de comment bien utiliser les médias sociaux pour un marketing efficace. Il y a de plus en plus de concurrence et aller chercher un client devient de plus en plus cher. Donc tout le monde cherche de nouvelles stratégies. Alors tout le monde va en ligne, essaie de communiquer et la plupart échouent. Et la cause principale, c'est l'incompréhension. Une mauvaise compréhension de la communication numérique en elle-même, une mauvaise compréhension des étapes à bien suivre pour la réussite d'une campagne, en ligne, mais également hors ligne, une mauvaise compréhension de la mentalité à avoir lorsqu'on communique en ligne, et enfin, une mauvaise compréhension du budget à investir pour aller chercher un succès véritable. Ça marche pas.
Et le résultat, c'est que tout le monde parle sur Internet, sur les médias sociaux, avec un impact discutable. Alors pour éviter cela, voici plusieurs points à maîtriser afin de bien comprendre comment bien utiliser les médias sociaux pour un marketing qui cartonne. Point 1. Dans le message que tu donnes, il faut absolument être vrai. La vérité finit toujours par sortir, donc pas de zigzag. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu écris, il faut dire la vérité. Il faut faire bien la différence entre bien présenter un produit, un service, un sportif ou n'importe quelle personnalité et la publicité mensongère. Dans cette nouvelle ère de la communication, tôt ou tard, il y aura toujours quelqu'un pour t'attraper. Tu veux absolument éviter ça. Les gens aujourd'hui apprécient qu'on leur donne l'heure juste. Tu donnes une analyse? Sois vrai. Tu dis une connerie? Sois aussi vrai. Le zigzag se voit très vite. Le fake, on supporte plus ça et surtout sur les médias sociaux. Ce qui m'amène au point 2. Il n'y a pas le choix. Tu l'as compris, tu dois aller sur les médias sociaux. Pas la peine de philosopher pour le comprendre. Pour ça, il faut que tes comptes soient actifs et être bien présentés sur toutes tes pages. Bien comprendre quel est le but des différentes plateformes. C'est capital. Facebook, c'est pour tout le monde. Entreprise, personnalité, peu importe. Lorsque vous faites de la promotion, c'est sur Facebook que le rapport coût-conversion est le meilleur. Autrement dit, c'est là que ça coûte le moins cher pour atteindre sa cible et obtenir un prospect, un client, un like ou même une vue sur une vidéo. Instagram, c'est le frère de Facebook. Insta est recommandé pour toutes les entreprises et les personnalités. La cible est généralement plus jeune et Insta est formidable pour tous les types d'entreprises qui misent sur le contenu photo, resto, beauté, sport et j'en passe. Pinterest, souvent oublié, mais pareil, recommandé pour toutes les entreprises et les personnalités. Comme Insta, Pinterest est formidable pour les types d'entreprises qui misent sur le contenu photo, resto, beauté, sport, mais la structure de cette plateforme permet une conversion plus efficace. LinkedIn, c'est pour tout le monde, entreprises et personnalités. Même les sportifs de haut niveau, c'est ce que j'explique souvent aux footballeurs en Europe, tous les décideurs sont sur LinkedIn, les équipes, les sponsors et autres. Et en plus, c'est une bonne plateforme pour préparer l'après-carrière. Sur LinkedIn, le budget de promotion doit être plus important, mais la plateforme de promotion s'améliore constamment. Bien sûr, chacun a un média social qu'il préfère, mais comprends que chacun est différent et que statistiquement, tout le monde ne se trouve pas sur une seule plateforme. Donc il faut absolument être efficace sur toutes celles que j'ai citées. Point 3. Tu vas devoir suivre les 7 étapes pour la mise en place d'une communication impactante en ligne dont je parle régulièrement. En un mot, une stratégie marketing, ça se prépare. Et comme le nom l'indique, ça se stratégise pour éviter de laisser place à l'erreur et à l'échec. Alors on a fini pour aujourd'hui. Je t'en dis plus sur les médias sociaux comme d'habitude, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Alors en attendant, tu cartonnes ça. À plus. Bruno Souali, il faut pouvoir être honnête, il faut pouvoir être vrai, surtout sur les réseaux sociaux, puisque rien ne se perd, tout se retrouve. Même dans 10 ans, on te ramène ce que tu avais publié. Et on ne cesse de le dire d'ailleurs. Je pense que c'est le point qui a retenu mon attention ce matin. Être vrai, c'est très important parce que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous êtes tenté parfois à dire ce qui n'est pas, à faire d'une publicité de trop. Et c'est les réseaux sociaux, donc ça va très vite. Donc vous passez une information tout à l'heure sur un produit que vous vendez ou sur un produit que vous voulez commercialiser. Vous lui ajoutez tellement de qualité que le produit n'en a. Après, les gens sont attirés par la belle description que vous avez faite. Ils viennent, ils achètent et au moment de l'utilisation, ils se rendent compte qu'en fait, c'était du faux. Et à partir de ce moment, au lieu que les réseaux sociaux vous servent, ça se retourne contre vous parce que ce n'est pas les mêmes réseaux sociaux. Les gens passent aussi pour faire de la contre-publicité à votre produit tout en disant que faites attention à tel produit, je l'ai utilisé, en fait, c'est comme si, c'est comme ça. Et Bruno, avant de pouvoir être sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir l'être dans la vie réelle. Et on a un exemple juste là, sur ce plateau, elle porte si bien il faut l'être le nom de sa rubrique, Ariane Da Silva. Il faut l'être dans la vie réelle, c'est important. Ariane Da Silva, tu es vrai, tu t'assumes clairement et pleinement oui, et tout. Vous savez que je m'assume pleinement. Et il faut être vrai. Il faut toujours être vrai. Il ne sert à rien d'aller ressembler à Mylène ou d'aller ressembler à Bruno ou peut-être à Rebecca dans les coulisses. Non, mais il faut être soi, il faut pouvoir s'assumer, il faut pouvoir refléter qui on est. Il y a bien des avantages liés à cela. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Alors, petite... Mais pourquoi est-ce que Bruno, il sourit autant ce matin? Il est content de te voir, c'est tout. C'est un plaisir partagé. Petite interrogation pour vous, préparez-vous.
Oui. C'est un quiz ou quoi? Non, c'est pas un quiz. Edmond ne serait pas d'accord. Quelle est la superficie de Sinandé? Sinandé. Et dans quel département se situe cette commune? La superficie, c'est compliqué. Mais je sais Ariane, que Sinandé, c'est dans Bruno? le département du Borgou. Mais la superficie, c'est Ce qui compliqué. est marrant, c'est que j'ai même vécu à Sinandé. C'est ce que vous ne savez pas. Attends, tu vivais sur... tu étais au Bénin, mais sans savoir dans quel département tu étais. Non, c'est pas ça. Je savais bien que c'était dans le Borgou. Je suis restée à Sinandé, j'ai vécu là-bas. J'ai fait l'école là-bas. Je suis allée même au CEG Sinandé. Ariane, Ça, il y a des preuves, hein, vous pouvez aller vérifier. Tu auras ta correction à la fin de Et Bruno sait que je l'émission. n'invente rien. Bruno, il en sait quelque chose. On va n'est-ce pas? continuer dans Autant savoir. Alors, tout savoir sur nos 12 départements, superficie, communes, arrondissements, chefs-lieux et bien d'autres détails. Rien n'échappera à Bruno Souali qui aborde son costume de géographe. Et puisqu'on est à Cotonou, on y reste pour entamer ce tour du Bénin. Première escale, Ariane, le littoral. Ben oui, le littoral. Voilà, On ne va pas chercher loin. Voilà, on ne va pas chercher loin. On commence par là où nous sommes, le littoral, vous l'avez dit. On va découvrir à travers cet élément un revient pour de précision. Sur les côtes de l'océan Atlantique, Cotonou s'étend sur une superficie de 7 900 hectares ou 79 km². Une municipalité qui porte à elle seule un double statut de département du littoral par le découpage administratif territorial du Bénin. 13 arrondissements constituent la commune de Cotonou et donc le département du littoral pour 140 quartiers de ville. Il est le plus petit des 12 départements du Bénin en termes de superficie. Il s'étend sur 10 km à l'ouest où il est limité par la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique et sur 6 km à l'est en côtoyant la commune de Semokodi dans le département de l'Ouémé. L'océan Atlantique forme la limite sud du département. Au nord, il est limité par le lac Nokoué. Ce département est le seul composé d'une seule commune, Cotonou, la capitale économique du Bénin. Le département du littoral abrite de nombreux services gouvernementaux et diplomatiques. C'est en raison de sa situation géographique intéressante que Cotonou développe les échanges avec les pays voisins. La ville est dotée de portes de sortie aériennes, maritimes, fluviales vers Porto-Novo et des axes terrestres qui desservent l'ensemble de la sous-région tels que le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso. La capitale économique abrite les 2/3 des industries du Bénin, à savoir les principales entreprises et banques du Bénin, la plupart des institutions gouvernementales de la République y siègent et des représentations d'organisations internationales. La proximité de la frontière avec le Nigeria en fait désormais une des plaques tournantes du commerce de la sous-région. Le marché d'Antokma, le plus gros de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs jumelages ont été établis entre Cotonou et d'autres villes. Créteil depuis 1986, Salvador depuis 1987, Rosny-sous-Bois depuis 2006 et Genève depuis 2018. L'actuel maire de Cotonou est Luc Setondi Atropo et le préfet par intérim du département du littoral est Jean-Claude Kodia. Et voilà, donc c'était une brève présentation du département du littoral, Mylène. C'était très beau. J'ai adoré. Ouais, un très beau département. Ariane, ça, tu te il faut retrouves le dans ton dire. département, les images et tout et tout. Oui, je me retrouve parfaitement bien. Bruno, quelle est la superficie, la particularité de ce département? Bon, déjà, c'est un département commune parce que c'est le seul département au Bénin qui compte une commune, donc Cotonou, qui couvre tout le département du littoral. Le sujet l'a dit, c'est que nous sommes sur la côte, donc il y a beaucoup de villes du Bénin où toutes les autres villes du Bénin n'ont pas forcément cette chance-là, et même d'autres capitales, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest comme Bamako, comme Ouagadougou, qui n'ont pas la chance d'être des villes côtières. Donc Cotonou a cette particularité-là et ça permet à la ville de Cotonou, au département du littoral, si vous voulez, donc d'être en liaison, je dirais, maritime avec les autres pays de la sous-région. Il faut aussi dire que le littoral, d'abord, ce n'était pas un département qui existait
parce qu'après le découpage colonial de 1958, on avait 6 départements au Bénin, ou 6 provinces si vous voulez, parce que c'était l'appellation en son temps. Mais depuis 1999, voilà, il y a eu un nouveau découpage et aujourd'hui, on parle du département du littoral, puisque c'est seulement l'Atlantique qui était connu, même désormais, on parle du département du littoral. Donc le littoral était, je dirais, une sous-préfecture du département de l'Atlantique. Alors, il faut aussi dire que Cotonou, ou le département du littoral, c'est 13 arrondissements pour 143 quartiers. Donc, vous n'avez pas beaucoup de villes au Bénin qui ont autant de quartiers. Donc, c'est important de le souligner. Il y a aussi le caractère cosmopolite de la ville. Ça, c'est important de le dire. C'est une ville où vous avez un peu de toutes les nationalités, de par le fait que vous avez les consulats, les ambassades ici et tout ça. Les communautés étrangères qui vivent au Bénin sont majoritairement concentrées ici. C'est vrai, dépendant aussi de leur provenance, parce que les Nigériens, par exemple, sont beaucoup plus au nord qu'ici. Et l'aéroport est juste... L'aéroport est aussi à Cotonou, donc ça permet aussi, comme je l'ai dit, d'avoir des échanges avec les pays d'à côté. Cotonou, ou le littoral, a aussi, je dirais, l'avantage d'être proche du Nigeria. Donc ça aide aussi au niveau des échanges en matière de commerce aussi. Donc voilà, une ville cosmopolite, tout y est vraiment. Et surtout, on ne peut pas l'oublier, c'est que l'administration béninoise est concentrée majoritairement à Cotonou, les ministères, les ambassades, je l'ai déjà dit, etc., les institutions de la République. Donc il y en a pas mal qui sont concentrées à Cotonou. Donc je dirais c'est une ville forte. L'ORTBA à Cotonou. Bon, l'ORTBA à Cotonou, si vous voulez. Donc c'est une ville forte, un département fort. Oui. Du Bénin, donc un véritable pilier. Voilà, les services qui constituent le poumon de l'économie nationale sont aussi implantés à Cotonou. Donc voilà, le Bénin doit avoir Cotonou, doit avoir le littoral, parce que c'est important. Le port autonome, par exemple, est implanté à Cotonou dans le littoral. Donc voilà, c'est une véritable richesse pour le Bénin, parce que sans Cotonou, franchement, le Bénin ne serait plus le même. Merci à toi pour cette belle présentation. Je pense qu'elle sera davantage plus belle quand on parlera du Borgou et autres. De la Takora surtout. De la Takora et autres. Alors nous faisons un clin d'œil aux futures mamans. Nous le savons, pendant la grossesse, les futurs parents sont confrontés à des difficultés de plusieurs ordres, médicales, psychologiques ou sociales, qui s'imposent à eux. Nous sommes ce midi en compagnie d'un des professionnels de la santé, Nonoou Annick, sage-femme juriste. Elle répond à toutes ces préoccupations dans bien-être. Alors Bruno, je sais que tu sais tout ce qui entoure la naissance d'un bébé, tout ce qu'il faut comme disposition, comment il faut prendre soin d'une femme, comment il faut une femme enceinte, comment il faut se comporter. Mais on te fait un petit rappel on ne sait même jamais tout, parce que voilà, à chaque enfant, vous découvrez quelque chose que vous avez mal fait ou que vous n'avez pas pu faire ou que vous ne connaissiez pas sur l'enfant précédent. Donc, ce n'est pas une raison pour en faire sans pour tout connaître, mais voilà, vous ne finissez jamais d'apprendre quoi. Donc, on est sûr de t'apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. C'est clair. Bonjour, Madame Nonoou Annick. Oui, bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Donc, vous êtes sage-femme juriste et avec vous aujourd'hui, on parle des dispositions prénatales. Oui, des dispositions à prendre pour un accouchement sécurisé. D'accord. Et déjà, qu'est-ce que le couple doit faire? Oui, bon. Avant de parler de ce que le couple doit faire, je voudrais quand même attirer l'attention de tout et chacun sur le fait que quand on parle d'accouchement sécurisé, c'est qu'il faut savoir qu'il s'agit d'un accouchement bien sûr sans violence, fondé sur les droits humains. Donc, on doit en tenir compte durant les soins et services. Maintenant, qu'est-ce que le couple doit faire? Je vais plutôt insister sur les choses qui sont méconnues et qui sont importantes. Quelles sont ces choses? C'est qu'il a été constaté qu'en Afrique, les couples méconnaissent leur droit à l'établissement du projet de naissance. Quand ta femme est enceinte, elle doit se faire une idée de son accouchement. Elle doit cartographier son accouchement. Elle voudrait que ça se déroule d'une manière. Et le couple s'entend sur les méthodes à adopter
pour que la femme ne souffre pas pendant l'accouchement. Donc c'est la femme qui choisit. Bien sûr. Tout ça doit être écrit, mais en collaboration avec le professionnel de santé. Mais ce qui ne se fait pas en Afrique. Donc, quelle est la première disposition à prendre? Normalement, on devait établir le projet de naissance. Après l'établissement du projet de naissance, on doit apprendre au couple quel rôle a joué durant la grossesse et l'accouchement. On parle de préparation des parents à l'accouchement ou de préparation à la naissance, à la parentalité. Cette préparation, elle contient quoi et quoi? Bien sûr. Elle contient quoi et quoi? Ça se fait en 2 temps. En 2 temps. Pourquoi? On parle actuellement de CPN recentré. Avant, nous faisons les CPN de routine. Et c'est dans les CPN de routine, vous allez constater qu'on dit « Ah, on ne rentre pas ici, restez au dehors là-bas ». On n'implique pas le conjoint. Mais quand on parle de CPN recentré, c'est que cette consultation prénatale doit reposer et sur la gestante et sur son conjoint. CPN, c'est consultation prénatale. La prénatale. consultation prénatale, oui. Bien sûr. Et durant ce type de consultation prénatale, on insiste sur les soins promotionnels. On leur parle de leurs droits et devoirs, on leur parle des signes de danger, et on parle en même temps de l'importance de l'éducation prénatale naturelle. Parce que la femme enceinte doit être mise dans un milieu bien traitant, bienveillant, que ce soit chez elle ou à l'hôpital, pour que l'embryon soit de bonne qualité et puisse être un être quand même acceptable, non violent à la naissance. Pour le faire maintenant, il faut saisir l'opportunité des classes des mères ou des classes de conjoints. Classes des mères, classes de conjoints, pourquoi? Il n'y a pas assez d'agents de santé. Donc, durant une consultation prénatale, on ne peut pas tout apprendre. Mais il y a des séances qu'on appelle classes des mères où c'est échelonné. Une fois au 1er trimestre, une fois au 2e trimestre, une fois au 3e trimestre et même après l'accouchement. Et c'est en ce moment qu'on montre au conjoint et à la femme quel est leur rôle durant la grossesse et l'accouchement. Mais là, je vais insister sur le rôle pendant l'accouchement en même temps. Parce que le conjoint ne doit pas être au dehors. Il doit être à l'intérieur. Bon, il faut pratiquer les méthodes de tendresse que nous apprenons à autonomie. Par exemple, on montre au conjoint comment il peut caresser le ventre de sa mère et le ventre de sa femme. Et le fœtus réagit. Il reconnaît. Oui, bien sûr. On parle d'autonomie. La psychophonie, c'est le chant prénatal. C'est des choses qu'il faut faire. Le chant prénatal, c'est qu'il y a des agents de santé formés à ça. Et lors de la classe des mères, on doit prendre 1 heure de temps pour faire des chants comme si on était en chorale. Et ça agit même sur l'état de l'embryon, l'état du fœtus. Et ça permet un bon développement. Ça lutte même contre les maladies parce que ça renforce l'immunité, l'intelligence de l'embryon ou du fœtus ou du nouveau-né. Mais tout ça devait être fait. Mais ça ne se fait pas actuellement. C'est pour ça que j'ai préféré insister sur les choses que nous ne connaissons pas. En dehors de cette disposition, il ne faut pas oublier que sur le plan médical, il peut y avoir des ordonnances, il peut y avoir des analyses, etc. Donc, ils doivent économiser. Savoir que pendant la grossesse, ils doivent épargner, prévoir de l'argent pour assurer les soins. Mais aussi, ne pas oublier le trousseau. Et le trousseau, c'est aller à l'essentiel, c'est pas aller chercher des trucs qui sont chers, parce que parfois, on voit que la chambre est bien décorée, mais finalement, la mère et l'enfant sont absents. C'est ça. Donc, pour aller rapidement, c'est ce sur quoi je peux Moi, je veux bien comprendre pourquoi il y a autant de violences obstétricales et gynécologiques de nos jours. Pourquoi tant de violences obstétricales et gynécologiques de nos jours? C'est lié à l'éducation qu'on nous donne d'abord. Et c'est lié aussi au défaut de formation des professionnels de santé. Dès le bas âge, vous allez constater que ça soit le garçon ou la petite fille, on les éduque dans le terrorisme familial. Un enfant qui voit son père frapper sa mère, il va se dire, moi-même, je vais frapper ma femme. On n'a même pas besoin de se le dire, c'est déjà inscrit dans sa tête. Grandir dans un milieu comme ça, même si on devient un agent de santé, on devient un agent de santé violent. On n'est pas un agent de santé humaniste. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue à la maison. On n'a pas reçu une éducation basée sur le respect des droits. On n'a pas reçu une éducation basée sur l'amour. Maintenant, par rapport aux agents de santé eux-mêmes, non seulement la violence est innée en eux, mais lors de la formation professionnelle, on ne nous apprend pas l'accouchement sans violence. On nous apprend des trucs basés sur les normes historiques et
nuisible pour la santé. Alors qu'on devait nous apprendre comment faire les soins humanisés, les soins fondés sur les droits humains, etc. Et de façon pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aller à ce qu'il faut faire pour prévenir les violences, il faudrait quand même qu'on parle un peu de la conduite à tenir par les professionnels de santé pendant la grossesse et l'accouchement. C'est vrai que nous avons déjà abordé tout ce qui est consultation prénatale recentrée, etc. Mais en salle d'accouchement, quelle devait être la conduite, soit de la sage-femme ou de l'obstétricien? Quand on parle d'accouchement ou de naissance, soit on accouche par voie basse, là vous êtes réellement en salle d'accouchement, comme on le dit habituellement, ou même tu peux accoucher par voie haute, au bloc opératoire. Mais ce n'est pas parce que tu dois accoucher par voie haute qu'on doit te malmener. Dans les deux cas, on doit humaniser l'accouchement. Or, pour la plupart des agents de santé, quand on parle de l'humanisation de l'accouchement, les gens pensent seulement à un accouchement naturel. Mais que ce soit l'accouchement naturel ou la césarienne, après tout, c'est un accouchement. Ça doit être fondé sur les droits humains et être humanisé. La base de l'humanisation commence par où? Le conjoint doit être à l'intérieur. Que ce soit en salle d'accouchement ou au bloc, c'est sa femme. Et au bloc, la place du conjoint et la présence du conjoint est vraiment importante. Pourquoi? La femme étant en incapacité de garder son enfant, la peau à peau doit être faite par le conjoint. Ouais. Mais beaucoup l'ignorent. Dès qu'on sort le bébé, il faut que l'enfant aille vers son père, que son père le garde un peu, quelques minutes. On parle de peau à peau parce que la mère étant encore sur la table d'opération, elle ne pourra pas le faire. Mais en salle d'accouchement, ça peut soit fait par le père ou la mère, ça va se retrouver dans ce qu'ils ont préféré dans leur projet de naissance. De toutes les manières, même s'il s'agit d'un accouchement par voie basse, le conjoint doit être à côté. Parce que sa femme ne doit pas souffrir seule. Et rien que la présence du conjoint, quand nous prenons la littérature, les données scientifiques, on constate que la présence du conjoint peut réduire le temps du travail d'accouchement d'au moins de moitié. Et si ça peut réduire de moitié, c'est que beaucoup de complications peuvent être évitées. Et les taux de césarienne chutent à plus du tiers. Donc, il faudrait qu'on apprenne à humaniser l'accouchement. Et qu'on apprenne à savoir que la place du conjoint, ce n'est pas sur le banc ou dehors, mais que c'est à l'intérieur. Bruno, tu comprends que faire avec moi? pour éviter les violences? C'est qu'il faudrait déjà que les individus, familles et communautés comprennent qu'ils ont ce droit. Et que s'ils tombent sur un agent de santé qui méconnaît ces droits, qu'ils doivent leur rappeler ça avec courtoisie et être exigeants pour ne pas supporter les complications. Parce que quand on parle de complications, il y a morbidité, il y a décès. Or, nous voulons éviter les décès et nous voulons lutter contre les décès évitables. Donc, il faudrait qu'on respecte les normes de sécurité. Merci à vous. Merci. Alors, à travers la musique, les réseaux sociaux, l'art et même la technologie, beaucoup d'efforts sont faits dans le sens de la promotion des identités linguistiques en Afrique. Et de même, de nombreux livres, sites internet se consacrent à l'enseignement. Des logiciels également. Et justement, Innovation nous fait découvrir un de ces logiciels, un pur génie béninois. C'est dans Innovation, je l'ai dit. Rebecca Kenjan-Houndé, bonjour. Bonjour Mylène Fanon, bonjour Bruno Swahili, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour Becca. Merci d'être là une fois encore. Tout le plaisir est pour moi. Bon, tu me fais comprendre aujourd'hui qu'on est capable de beaucoup. Non, pas comprendre, tu me rappelles qu'on est capable de beaucoup en me présentant un logiciel purement béninois. Tout à fait, Mylène, tu l'annonçais dans ton introduction. Imagine un seul instant pouvant communiquer avec ta tante, une cousine lointaine du village qui ne comprend pas ou qui ne s'exprime pas forcément en français, mais vous pouvez communiquer à travers les réseaux sociaux et n'importe quel réseau social en français, du fond vers le français, c'est bien possible. Que le fond soit notre langue natale. Oui, soit le fond ou le Yoruba, c'est cette application, ce logiciel que nous allons présenter ce matin et c'est une innovation d'un Béninois, il s'appelle Bonaventure Dossou et un Nigérien, il s'appelle Chris Emezoa. Ils ont réussi cet exploit, ils ont réussi à développer un logiciel, une intelligence artificielle dotée de capacités pouvant déchiffrer et traduire les langues de l'Occident en langue locale du Bénin. Je vous invite à suivre ici un de ses cofondateurs, Bonaventure Dossou.
le projet FFA peut être décrit comme un grand projet avec 2 différents sous-projets. Le premier est la création d'une large base de données en fait de phrases, font et la traduction en français. Parce que vous savez, le font est une langue beaucoup plus tonale et donc on parle plus le font qu'on ne l'écrit. Mais si on veut mettre en place cette machine-là de traduction qui tourne sur l'intelligence artificielle pour en fait la traduction de textes, on a besoin d'un nombre assez conséquent en fait de phrases, de mots, ainsi de suite. Donc un vocabulaire assez riche. C'est dans cet élan-là en fait que la première étape du projet FFA a été de créer cette base de données-là. Et cette base de données a été créée, mais elle est toujours en train d'être augmentée, elle est toujours en train d'être nettoyée, d'être améliorée et d'être en qualité et d'être augmentée en quantité. La deuxième étape, ou bien le deuxième sous-projet, c'est déjà l'utilisation de cette donnée-là, en fait, pour pouvoir créer le système de traduction. Alors, je dirais que actuellement, le FFA n'est plus à la phase d'expérimentation parce que on l'a déjà présenté à beaucoup de grandes conférences internationales. On a déjà écrit pas mal de papiers dessus. Et on a présenté aussi récemment à la conférence ACL. Qui est une grande conférence quand même en intelligence artificielle, mais plus précisément en tout ce qui concerne le traitement du langage humain, langage naturel à l'aide de l'ordinateur. Donc la présentation, le travail était vraiment chaleureusement acquis et ça a permis en fait de faire voir le Bénin. Ça a permis en fait de découvrir le fond. Les gens étaient vraiment surpris en fait de l'existence du fond. Les gens étaient surpris en fait de voir une langue qui a autant de diversité, qui est autant riche en fait morphologiquement et qui a autant également de complexité. Donc tout ce mélange là en fait qui fait sa beauté. Alors pour la petite histoire, Mylène et Bruno et Bonaventure nous a confié avoir eu cette idée à cause de sa maman. Lui étant étudiant en Russie et sa mère ici au Bénin, il avait du mal à communiquer avec sa mère, même quand sa maman lui envoyait des audios en fond, il avait du mal à déchiffrer le fond. Donc du coup, il s'est dit, certainement, il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, pourquoi ne pas développer une application logicielle pour faciliter la tâche à toutes ces personnes qui connaissent ces difficultés. Donc du coup, c'est une idée révolutionnaire, reconnaissons-le, dans l'écosystème numérique, aussi bien du Bénin que de l'Afrique. Aujourd'hui, le projet a évolué, il nous en parle encore. Bonaventure Dossou. Notre système actuellement a la possibilité déjà de traduire Kudo Djigbezan, notre vivait, genre joyeux anniversaire, ma maman chérie, Ahosuche, Ahovici, Néafon Bonoumi, mon prince, mon roi, mon chéri, comment tu vas? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Quoi d'autre? Est-ce que tu me fais confiance, mon frère? Viens qu'on travaille ensemble, ma chérie, bien mon ami, mon frère, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est un système qui traduit du fond vers le français et également du français vers le fond. Donc, pour le futur, on est toujours en train de travailler, enfin, toute la médiatique autour et tout ça, toutes les conférences auxquelles on a participé, nous a permis en fait d'établir des relations qui nous permettent au quotidien d'améliorer en fait la qualité de la base de données, c'est-à-dire la qualité des traductions, mais également la quantité. Donc, je vous ai parlé maintenant des différentes phrases qu'on peut traduire, que le système traduit déjà actuellement. Vous allez remarquer que ce sont des phrases qu'on dit au quotidien. Donc, l'effort qu'on fait, c'est d'acquérir de plus en plus, au maximum possible, ces phrases-là, en fait, pour pouvoir avoir un modèle qui est adapté, en fait, aux situations quotidiennes du Béninois, des personnes qui parlent le fond. Et déjà, après l'amélioration de la qualité et puis de la quantité, à améliorer également le système de traduction, l'entraîner encore plus pour pouvoir atteindre de plus grands résultats. Donc, quand ce sera atteint, eh bien, on va en faire une plateforme, un service de traduction, donc ce sera disponible il y aura une plateforme web pour ça et également des applications mobiles, Android, iOS et ainsi de suite. Donc, ce sera disponible à la grand-maman qui est au village, à l'étudiant qui est en ville, ainsi de suite. Tout le monde, en fait, pourra l'utiliser. Donc, en gros, c'est un peu ça. On est ouvert à toute collaboration, à tout support, collaboration sur genre l'acquisition des phrases, ainsi de suite, mais également support, que ce soit genre principalement financier parce qu'on est étudiant et on n'a pas eu encore du support financier jusque-là. On a fait tout de notre plein gré.
Voilà donc cette idée novatrice, on va dire, vient ôter quelque peu les barrières linguistiques dans les échanges. Il continue à travailler sur le logiciel afin de l'améliorer. Bientôt, ce sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ce serait comme Google Translate. Vous pouvez avoir accès directement à ce logiciel. Et donc voilà. C'est beau, c'est très intéressant. Moi, je vais d'ailleurs essayer. Mais Bruno, un autre problème se pose. Oui, c'est très bien, c'est déjà une avancée, donc je dirais que belle créativité. Mais après, voilà, ça interpelle aussi les utilisateurs dans un autre sens parce que c'est bien de savoir traduire un texte du français au fond ou du fond en français, mais ça pose aussi le problème que les gens doivent se faire alphabétiser parce que si vous n'êtes pas alphabétisé, même si on vous envoie un message en fond qui est traduit en fond, vous ne pourrez pas le lire et vous n'aurez donc pas la quintessence du message. Donc avec WhatsApp, les gens utilisent les audios simplement parce qu'ils ne peuvent pas écrire ni en langue, ni en français, ni en une langue internationale. Mais là, la solution est trouvée, mais encore faut-il que les utilisateurs, c'est très important, se fassent alphabétiser. Donc à chacun de nous de repartir, se faire alphabétiser en fond, en Yoruba, etc., pour pouvoir avoir accès à cet outil-là et jouir pleinement des possibilités que cela nous offre. Sinon, on va traduire les textes, mais on est toujours bloqué, on ne peut pas lire, on ne peut pas comprendre. C'est quand même un premier pas. Oui, c'est ils ont dit qu'ils sont ouverts à toute proposition et à toute collaboration. C'est même un grand pas. Donc, la technologie fait toujours sa part, mais l'utilisateur a aussi toujours sa partition à jouer. Donc, c'est cela, se faire alphabétiser pour avoir accès et utiliser pleinement cet outil. Ouais. Merci à toi, Rebecca. Tu as si bien planté le décor, identité linguistique, et Hermande, lui, nous parle surtout d'identité vestimentaire. Ah. On l'accueille dans Pêle-mêle. Hermande Rodrigue Gamengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Tu n'es pas en Bologan, tu n'es pas en Quintet, tu veux nous parler pourtant d'identité vestimentaire. Oui, c'est le brassage culturel. Alors tu nous dis qu'un artiste camerounais peint la fragilité du monde face au coronavirus. Oui, d'abord et avant tout, on parle de cet artiste camerounais qui a peint donc de larges mains obstruant la vision des jeunes ou de jeunes citadins dirigés vers le ciel où flotte un masque de protection. Depuis son minuscule atelier de Yaoundé, Aliou Moussa, jeune artiste plasticien camerounais, s'interroge sur la fragilité d'un monde en perte de repères face à un virus. Depuis mars et le début de la pandémie dans son pays, il diffuse en ligne ses tableaux sur les ravages du coronavirus. Plus de 100 œuvres à ce jour d'une série baptisée Dieu et les masques. Un titre donc métaphorique inspiré des fausses informations ou fake news diffusées sur Internet sur le coronavirus, explique-t-il. On suit ici Aliou Moussa sur son initiative. Je me suis dit, on peut se laver les mains avec du savon et de l'eau coulante, mais il y a aussi les mentalités qu'il faut laver. Parce que si on n'a pas lavé les mentalités, le Covid-19 restera avec nous. Chaque fois que j'ai terminé une œuvre, j'ai sur mon smartphone, je fais des photos et je retouche des photos parce que j'ai une formation aussi de graphiste. Je retouche les photos sur Photoshop et après j'envoie et je publie donc accompagné toujours d'un message. Il n'y a pas que la pandémie quand on l'attaque, quand un patient est attaqué, que le corona est dangereux, mais il faut aussi prévenir parce que psychologiquement, il y a certainement des gens qui sont atteints psychologiquement, dont l'art à ce niveau-là peut apporter sa contribution parce qu'il y a de la poésie, il y a du rêve. Continuer à rêver. Il faut continuer à rêver, Hermande Gamengan. Oui, absolument, il faut continuer à rêver, c'est important. Il faut vivre malgré tout. Il faut vivre malgré tout, c'est ça la bonne leçon à tirer donc, des œuvres de cet artiste. Création africaine, des créateurs de mode africaine revendiquent une certaine identité vestimentaire. Certains vont même jusqu'à proposer l'abandon du WAS. Alors Mylène, Bruno, à quel moment a-t-on réussi à mettre dans la tête des Africains que le WAS
est leur identité. Eh bien, la question trottine dans la tête de nombreuses personnes et de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à tourner dos à ce tissu pour faire la promotion de la véritable identité africaine. Un frémissement de révolte contre l'oppressante domination donc, de ce tissu. C'est un sujet qui revient très souvent. Nous sommes à l'heure de la quête d'identité. Comment expliques-tu cette prise de position? Est-ce vraiment une prise de conscience? On va dire que c'est une prise de conscience aujourd'hui d'une certaine forme d'élite sur le continent qui a commencé par faire un véritable travail de valorisation du patrimoine identitaire, du patrimoine vestimentaire africain. Donc, lorsque vous jetez un coup d'œil sur, on va dire, dans la mode africaine, lorsqu'on veut désigner cette tissu, on dit que c'est un tissu africain. Certes, les motifs sont africains et certains arrivent même à les interpréter de façon ingénieuse. Et certains illustrent bien de certains proverbes africains. Bien sûr, certains même illustrent des proverbes africains, mais lorsque vous prenez tout l'écosystème de ce tissu-là, c'est-à-dire que c'est fabriqué en Europe, pour ne pas appeler le nom du pays, donc c'est fabriqué dans un pays bien connu. Tous ces tissus-là sont commercialisés pour la plupart en Afrique et donc c'est tout un écosystème qui engrossit ou qui, on va dire, donne à bouffer, si je peux me permettre de le dire, à une industrie étrangère. Je vais me permettre de rappeler ces chiffres que j'ai trouvés lors de la préparation de ma chronique. 70 millions de yards de tissu, environ 64 millions de mètres sont vendus chaque année sur le continent africain. Et en 2014, une grosse structure, une grosse firme, allais-je dire, a commercialisé ou a fait un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, c'est-à-dire 196 milliards de francs CFA en 2014, rien que dans la vente de ces tissus. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, les gens vont se dire, mais quand même, c'est une anarque. Il faut cesser quand même de donner à manger à d'autres alors que nous avons nos problèmes sur le continent. Oui. Alors Bruno, comment détruire dans la tête de la grand-mère au village que son pagne qu'elle a durement acheté et qui coûtait vraiment cher et qu'elle interprète encore très facilement puisque ça illustre si bien des proverbes africains que ce pagne n'est pas de son pays n'est pas africain? C'est compliqué parce que tout le problème est là, vous l'avez souligné, c'est au niveau de la perception, en fait. Dans notre société, lorsque vous portez un habit qui est confectionné à base de tissu localement, je dirais, conçu, d'accord? Vous prenez par exemple en milieu Bariba, le tissu est confectionné sur place et ça passe, je dirais, à la couture pour confectionner le taco du Batonou, par exemple. Lorsqu'il le porte et qu'il vient à une cérémonie et que vous avez porté un pagne qui est importé, mais auquel on a taillé une couture ou un modèle africain, lorsque vous mettez tous deux ensemble pour faire une photo, on dira que vous êtes habillé en traditionnel. Alors qu'en réalité, oui, peut-être du point de vue modèle, vous êtes habillé, je dirais, de façon africaine, mais dans, je dirais, le tissu, dans la confection du tissu, oui. Le fond, vous n'êtes pas pareil parce que l'autre a porté un tissu confectionné au plan local, tandis que l'autre porte je ne sais pas, un habit dont le tissu qui a servi à la confection de cet habit-là est issu de l'Europe. Donc, tout est au niveau de la conception. Donc, nous avons longtemps considéré ceux qui portent du pagne, par exemple, même s'il est importé, comme des gens étant habillés de façon africaine ou de façon traditionnelle. Donc, tout le problème est là, c'est dans la perception. Il faut surtout qu'on fasse une mise au point et cela commence déjà par ce qui est nous et ce qui ne l'est vraiment pas, ce qui est africain, ce qui fait partie de notre culture et ce qui ne fait pas partie de notre culture. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire exactement politiquement ? Sur le plan politique, c'est peut-être prendre des mesures drastiques. Pourquoi pas, à un moment donné, si on convient que ce tissu, il est africain, pourquoi ne pas mettre en place des usines qui peuvent imprimer ou qui peuvent fabriquer ces tissus-là sur place? Là, au moins, on sait que ça engraisse l'économie africaine parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent par mois, par jour ces tissus-là. Et aussi, par ailleurs, c'est faire la promotion de ce que nous avons, de notre patrimoine du terroir. On prend par exemple le Kente, on prend le Bogola, on prend le pain tissé. Et tout récemment, vous avez vu avec l'actualité au Burkina Faso où le chapeau des Saponi a été labellisé
labellisé par donc, le pays également. Il y a eu un temps le Faso d'Anfani qui est un pain tissé assez bien connu dans le pays qui a été labellisé. Lorsqu'on va en arriver à labelliser nos tissus, lorsqu'on va en arriver à mettre en place une politique de promotion de ce tissu-là, je crois que c'est ce dictat imposé par de grosses firmes qui nous a fait croire que le tissu imprimé, c'est africain. Je crois que progressivement, ça va se dissimuler dans une sorte de mouvement d'ensemble, porté certainement par les créateurs de mode. Et l'exemple qu'on peut donner dans ce cas de leader africain qui est vraiment allé dans ce sens, c'est Thomas Sankara. Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce vent de révolution qui est resté quelque peu dans la mentalité des Burkinabés. Et lorsque vous voyez même jusqu'à leur treillis, c'est important de le souligner, leur treillis est fabriqué donc à base de paille tissée. C'est important en son temps de le rappeler ou de le souligner. Nous allons y arriver progressivement. C'est déjà un premier pas, un pas très important. Avec du temps, on le fera. Certainement. On portera fièrement tout ce qui est africain, tout ce qui est du Bénin. On va rester optimiste. Contente d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve déjà demain, vendredi. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières. Ciao, ciao.